Bonjour, cette vidéo abordera les protéines atono-bêta. Leur structure, fonction et sélectivité sera détaillée. Alors, un rappel sur les membranes et les protéines membranaires. Donc, les membranes sont essentielles dans les systèmes biologiques. Elles assurent la compartimentalisation pour réguler différents processus biochimiques et l'emplacement de différentes molécules et protéines des êtres vivants. Les membranes sont aussi essentielles pour médier et réguler les interactions entre l'extérieur d'une cellule et l'intérieur d'une cellule et entre différents compartiments qui se retrouvent dans une cellule. Et pour cette raison, c'est très important de s'assurer d'être capable à insérer des protéines dans des membranes et les avoir à travers les membranes aussi. En général, les protéines membranaires possèdent une région hydrophobe, ici illustrée en vert, qui va être insérée dans la membrane, et possèdent deux régions hydrophiles qui sont illustrées en rouge, qui se retrouvent à chaque côté de la membrane. Cette illustration montre quatre différents motifs communs dans les protéines membranaires. Les deux premiers, A et B, représentent des motifs avec des hélices alpha, soit qui passent uniquement une fois à travers la membrane chez A ou plusieurs fois à travers la membrane comme chez B. Ou il existe aussi un motif avec des feuillets bêta qui traversent la membrane plusieurs fois. Et dans la partie D, ça illustre l'ancrage d'une protéine à la membrane. Dans cet exemple, c'est avec une hélice alpha qui est parallèle à la surface de la membrane. Cette vidéo sera sur les protéines à tonneau bêta, donc sans surprise, ça sera plutôt sur le motif impliquant les feuillets bêta. Tous ces motifs assurent la flexibilité structurelle des différentes protéines membranaires, puisqu'ils sont impliqués dans une grande variété de processus comme le transport à travers les membranes, la transduction de l'énergie en des formes biologiques et la signalisation à travers les membranes. Alors, les premières protéines à tonneau bêta ont été étudiées et découvertes chez les bactéries gram-négatives. Un petit rappel sur les bactéries gram-négatives. Elles sont des organismes unicellulaires et les gram-négatifs sont caractérisés d'une enveloppe cellulaire qui contient deux membranes avec une mince couche de peptidoglycane entre, donc une bicouche phospholipidique comme la membrane interne, qui ensuite est séparée de la membrane externe par un espace périplasmique qui contient une mince couche de peptidoglycane. Cette membrane externe confère une grande résistance aux bactéries gram-négatives à une grande variété de facteurs environnementaux. Et comme illustré dans le schéma, les protéines bêta sont principalement retrouvées dans la membrane externe des bactéries gram-négatives. Les protéines sont parmi les protéines les plus abondantes des bactéries. Il est estimé qu'il y a au-delà de 100 000 protéines à la surface d'une seule cellule d'Escherichia coli. La fonction des protéines est de faire la diffusion passive de nutriments et déchets comme les sucres, les ions et les acides aminés à travers la membrane externe à l'aide de canaux ouverts hydrophiles qui sont fabriqués par ces protéines. Et l'autre fonction, c'est d'être capable à sélectivement exclure les grands composés potentiellement toxiques pour les bactéries. Il est à noter que les protéines sont aussi retrouvées dans les membranes externes des mitochondries et des chloroplastes des cellules eucaryotes. Et j'aimerais bien distinguer entre les protéines à tonneau bêta et les protéines à tonneau bêta à cause qu'il y a plusieurs protéines transporteurs présentes dans les membranes des bactéries mitochondries et chloroplastes qui ont le motif de tonneau bêta, mais elles ne sont pas des protéines, mais elles sont plutôt des protéines transporteurs qui peuvent assurer un transport actif au lieu. Tandis que les protéines sont vraiment pour une diffusion passive de nutriments et déchets et alors vont se fier uniquement du gradient de concentration et gradient électrique des différentes solutés à transporter pour assurer le transport. Alors maintenant, j'aimerais parler des caractéristiques structurelles générales. Tous les tonneaux bêta ont une très grande homologie de structure, mais ils ont presque tous une très basse homologie de séquence. Donc, ceci suggère qu'il y a une évolution convergente entre les différentes protéines à tonneaux bêta. Ce schéma à gauche illustre un des monomères du trimère de la protéine.
Alors, une protéine à porine atono-bêta est formée de trois monomères identiques. On en verra dans les diapos à venir. Celle-ci en particulier vient de la bactérie Rhodobacter capsulatus. Cette vue du monomère, comme illustré, est une vue de l'intérieur de la membrane. Alors, on peut imaginer que cette protéine est insérée dans la membrane illustrée en vert. Il y a un canal fonctionnel par monomère, donc c'est-à-dire qu'il y a trois canaux en total par porine. Le monomère est formé d'un tonneau bêta alterné qui est antiparallèle et qui forme un angle de 45 degrés avec la membrane. Il y a 16 brins bêta par tonneau, avec quelques exceptions. Par exemple, la protéine maltoporine, qu'on verra plus tard, est fabriquée de 18 brins bêta. Il est important que les liaisons hydrogènes entre chaque brin bêta sont complètement saturées. Comme ça, les feuillets bêta peuvent être insérés dans la membrane. Chaque monomère est aussi caractérisé d'une boucle 5,6, ici qui est illustrée en rouge. La boucle 5,6 va bloquer partiellement le canal et joue un rôle dans la sélectivité des porines. Aussi, complexés avec la boucle 5,6 sont deux ions calcium. Alors, la partie qui n'est pas bloquée du canal est nommée l'œillet ou en anglais islet. Et elle a une longueur ou une profondeur dans la membrane de 9 angstroms et possède un diamètre de 8 angstroms. Mais celle-ci peut varier selon les résidus qui sont retrouvés à l'intérieur du canal. Du côté extracellulaire, on note la présence de longues boucles et du côté périplasmique ou de l'intérieur de la membrane externe, on observe des petites boucles. Chaque monomère est d'environ 30 à 50 kDa et est composé de 300 à 400 résidus. Donc maintenant, pour parler au sujet de l'orientation des résidus ioniques chez les porines atono-bêta, voici deux illustrations de la même porine de Rhodobacter capsulatus, sauf ici à la gauche, nous avons une vue similaire comme la vue de la membrane, à l'intérieur de la membrane. Et à la droite, nous avons une vue comme si on était un soluté dans l'environnement extracellulaire qui était en mise à rentrer par le tonneau pour passer vers l'espace périplasmique. Dans cette illustration, j'ai coloré les résidus avec des charges électriques négatives de couleur rouge et j'ai coloré ceux avec une charge électrique positive bleue. La boucle 5,6, je l'ai colorée en vert et un peu plus difficile à voir, mais les ions calcium 2+ sont en bleu pâle. J'ai aussi montré le diamètre approximatif de l'œillet en rose à la figure à droite. Alors, on peut penser que les molécules qui peuvent passer à travers les porines doivent être plus petites que 8 angstroms, qui correspondent généralement à des molécules ou atomes ou solutés plus petits que 600 Dalton. Si on regarde au schéma à droite, on peut noter que les résidus de charge électrique opposés, donc de charge négative et positive, se retrouvent aussi à des côtés opposés du canal de la porine. C'est-à-dire, on regarde aux résidus chargés négativement et se retrouvent dans ce schéma vers le haut ou vers le côté de la boucle 5,6. Et les résidus qui sont chargés positivement se retrouvent vers le bas de la porine. Ceci crée un champ électrique transversal dans la porine qui est important dans la sélectivité des solutés qui peuvent passer à travers la porine, donc des solutés qui sont hydrophiles. Et ces résidus qui sont chargés positivement sont une lysine, deux histidines et trois arginines, tandis que de l'autre bord, sur la boucle 5,6, nous avons 4 glutamates et 7 aspartates. Et cet excès de charge négative de l'autre côté est un peu contrebalancé par la présence de ces deux ions calcium. Maintenant, voici la représentation de la structure trimérique générale de ces porines. Alors, ces monomères s'arrangent en groupe de trois monomères identiques pour former ces trimères. À la gauche, on a encore le point de vue de la membrane. Et à la droite, c'est une illustration du point de vue extracellulaire, encore une fois avec la boucle 5,6 en rouge et les ions calcium en orange.
environ un tiers des résidus qui sont à la surface externe d'un monomère vont interagir avec les deux autres sous-unités et les boucles vont interagir avec les boucles des autres sous-unités par des interactions polaires, mais c'est surtout des interactions hydrophobes qui ont lieu entre les résidus des feuillets bêta. Les longues boucles à la surface extérieure de la membrane vont former un genre d'entonnoir qui va être capable de trier les grandes molécules. Et les résidus qui sont chargés électriquement à l'intérieur de l'œillet vont déterminer la sélectivité de l'ion ou du soluté qui pourra passer à travers la porine. J'aimerais aussi mentionner que la structure du canal peut changer selon une variation dans le voltage électrique d'une membrane et aussi une variation de la pression osmotique. Voici un exemple d'une porine à tonneau bêta retrouvée chez E. coli, la porine OMPF. À gauche, c'est le schéma en ruban de la vie de la membrane d'un seul monomère ou sous-unité. Et à droite, nous avons le modèle compact du trimère de la porine. Donc, les atomes d'azote sont illustrés en bleu, oxygène en rouge, carbone en vert. Et les atomes qui sont illustrés en blanc représentent les atomes des résidus de groupement tryptophane et tyrosine. Ici, ils sont illustrés pour démontrer comment ils délimitent une bande hydrophobe qui a environ une épaisseur de 25 angstroms, ce qui correspond à la partie du trimère de la porine qui est insérée à travers la membrane. Donc, au contraire à la porine précédente, qui est une porine fabriquée par E. coli pour permettre la diffusion d'une grande variété de différents solutés, cette porine, la maltoporine ou LAM-B, a une sélectivité particulière pour les maltodextroses. L'image à la gauche, nous avons une illustration d'un seul monomère de la maltoporine et son but est de faciliter la diffusion des maltodextrines à travers la membrane externe de coli. Les maltodextrines sont les produits de la dégradation de l'amidon, qui est le polysaccharide de glucose. En général, les maltodextrines sont formées de 2 à 6 glucosyles. Les caractéristiques structurelles uniques de la maltoporine, c'est qu'elle est un tonneau bêta à 18 brins au lieu de 16. Les longues boucles à l'ouverture du côté de l'extérieur de la membrane externe forment une ouverture plus petite que normale de environ 5 angstroms. En plus, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'un côté du canal est tapissé avec 6 résidus aromatiques contigus qui forment une hélice de pas de gauche et qui vont former une genre de rampe. Dans la littérature, ceci est appelé la rampe lubrifiée ou en anglais greasy slide. Ces résidus qui forment la rampe sont illustrés par les boules oranges du côté gauche. Donc, le tryptophane 74, tyrosine 41, tyrosine 6, tryptophane 420, tryptophane 358 et phénylalanine 227. Cette illustration montre aussi une maltodextrine à 5 glucosyles qui sont illustrés par les sphères rouges et vertes. Donc, le rouge, c'est pour l'oxygène et le vert, c'est pour le carbone. Et c'est important que la rampe a une courbure de pas de gauche ou comme une hélice à pas de gauche à cause que c'est complémentaire à la légère hélice à pas de gauche qui est formée par les maltodextrines. Et cette rampe s'étire de l'entrée de la porine jusqu'à la sortie. Les interactions entre la rampe et puis les maltodextroses, c'est que les faces hydrophobes de maltose et des maltodextrines vont s'empiler sur les résidus aromatiques. Ensuite, les groupements hydroxyles des maltodextrines, qui sont disposés en 2 bandes généralement, vont former des liaisons hydrogènes avec les autres résidus polaires qui tapissent l'intérieur du canal. Le dernier aspect qui est très important pour la sélectivité de la maltoporine, c'est la tyrosine 118 qui se retrouve au côté opposé de la rampe. Ce résidu agit comme une barrière stérique qui permet seulement le passage de molécules qui sont quasi planaires,
comme le maltose ou maltodextrine. Autres saccharides, comme le saccharose, ont beaucoup de difficultés à passer à travers cette porine. Et en effet, plusieurs études démontrent que le saccharose passe très lentement par la maltoporine. Une analogie qui peut être faite entre la maltodextrine et la rampe, c'est presque comme la maltodextrine est une vis qui doit être vissée dans un écrou. Alors, j'avais mentionné à la diapositive précédente comment la maltopodine fait le transport très lent du sucrose ou du saccharose et qu'il existe en effet une autre podine à tonneau bêta spécifiquement pour la diffusion du sucrose. Et celle-ci s'appelle la podine SCRY. En comparant la maltopodine à la podine de sucrose, il y a environ 20% d'homologie de séquences en acides aminés, mais la topologie est quasiment identique. La seule différence fonctionnelle est au niveau du côté opposé de la rampe. Donc, ce résidu de tyrosine 118 chez la maltopodine est remplacé essentiellement par un résidu de phénylalanine. Donc, dans cet exemple, le phénylalanine 204. Cette illustration montre une coupe transversale des deux transporteurs monomériques. Alors, un dernier exemple particulier de porine à tonneau bêta des bactéries, c'est la toxine alpha-hémolysine. C'est une toxine qui est produite par la bactérie S. aureus et qui est responsable de la lyse de plusieurs cellules, en particulier les érythrocytes. Donc, c'est un complexe protéique heptamérique, donc c'est-à-dire que c'est formé de 7 sous-unités identiques et qui a une forme champignon qui est visible dans l'image à la gauche qui montre un peu la tête du champignon et la tige du champignon. La toxine est formée de 3 domaines, donc la cape ou le capuchon, le rebord et la tige. Le diamètre du canal qui est formé par la porine varie de 46 angstroms jusqu'à 14 angstroms. C'est la tige qui va s'insérer dans la membrane et elle forme un tonneau bêta antiparallèle à 14 brins, 2 brins par monomère de la toxine. Et ce tonneau est un peu spécial du sens qu'il n'y a aucune sélectivité, sauf pour évidemment la taille de certaines particules, à cause que le but de cette porine est de perturber la régulation osmotique des cellules cibles et ensuite soit induire la lyse de la cellule cible ou induire l'apoptose, donc la mort programmée de cette cellule. Alors, plusieurs mécanismes de résistance aux antibiotiques sont liés aux porines parce que beaucoup d'antibiotiques se fient au transport qui est assuré par les porines pour être capable à pénétrer dans les bactéries et avoir un effet. Un tel antibiotique est l'ampicilline. Et l'image à la droite représente la fixation de l'ampicilline et le transport de l'ampicilline à travers la porine générale de E. coli OMPF. L'image en haut à droite montre qu'il y a une interaction entre les 3 résidus d'arginine qui sont à l'opposé de la boucle 5,6 et l'ampicilline. L'image à gauche représente différents mécanismes de résistance aux antibiotiques qui sont liés aux porines. Maintenant, regardons un exemple de porine chez les cellules eucaryotes, en particulier les mitochondries des humains. Le nom de cette porine, c'est le canal anionique voltage dépendant ou CAVD. Il y a plusieurs différences entre cette porine mitochondriale et les porines à tonneau bêta des bactéries. Alors, pour commencer, il y a une absence de la boucle 5,6 et au lieu d'une boucle 5,6, il y a une hélice alpha qui est située au bout N-terminal de la porine qui joue un rôle similaire. Aussi, le tonneau bêta est formé de 19 brins bêta et à cause que c'est un nombre impair de brins bêta, il doit avoir une interaction parallèle entre 2 des brins bêta et c'est illustré à la gauche ici entre le brin bêta 19 et bêta 1. Et aussi, les monomères des porines à canal anionique voltage dépendant ne forment pas des trimères. La fonction du canal anionique voltage dépendant est d'assurer le flux métabolique de différents métabolites anioniques à travers la membrane externe mitochondriale
comme l'ATP, l'ADP, le pyruvate, malate et plusieurs autres. Il a été observé qu'une variation du voltage qui est supérieure à 30 millivolts est assez pour changer la porine d'une conformation ouverte à une conformation fermée. La conformation fermée n'est pas capable de faire le transport ou la diffusion passive des différents anions qui seront normalement transportés par la conformation ouverte. Mais autres sels ioniques, particulièrement les sels cationiques comme le sodium et le calcium, peuvent encore passer à travers la porine. Les deux images à la droite sont des illustrations de théories pour le mécanisme de fermeture de cette porine, à cause que ce mécanisme est encore inclair. Celle en haut illustre les différents résidus chargés électriquement sur l'hélice alpha attachée au bout N-terminal et suggère que le changement ou la variation de potentiel électrique fait en sorte que l'hélice alpha se déplace plutôt vers le centre de la porine et va donc boucher la porine, un peu comme les canaux sodiques voltage dépendants. Mais autres recherches ont démontré qu'il y a des changements significatifs au niveau de la structure complète de la porine. Donc, l'image en bas démontre que la porine va d'une forme cylindrique à une forme plutôt comme une ellipse. Et encore d'autres places dans la littérature disent que c'est une combinaison des deux qui assure le changement de ouvert à fermé. Comme mentionné avant, il a aussi été démontré que le changement de potentiel électrique peut faire varier la structure des porines à tonneau bêta. Et la porine de E. coli générale OMPF peut fermer selon des variations dans le pH ou du voltage. Une étude a montré que si une variation du voltage plus grand que 90 millivolts ou si le pH baisse en dessous de 3, la porine peut se refermer. Et avec ça, merci d'avoir visionné ma vidéo.